Donc, nos trois invités, trois participants. Sidonie Dumas, qui est la directrice générale de Gaumont depuis 2004. Hein. Juste à côté d'elle, sur sa droite, Maxime Saada, qui est depuis 10 ans à la tête de Canal+. Son nouveau titre, je m'y trompe parfois un peu, c'est président du directoire de Canal+, maintenant. C'est ça n'a pas changé. Et juste à côté, à gauche, Henri de Roquemorel, qui est chez BNP Paribas, lui, depuis 2010. Et vous ne le savez peut-être pas, mais BNP Paribas est un des premiers financeurs du cinéma dans le monde bancaire. Ouais. Vous financez en tout cas la création depuis des années. Vous avez créé un pôle images et médias dans lequel on compte quand même 70 personnes aujourd'hui. Je regardais ce qu'on a écrit sur le cinéma au cours des dernières semaines. La première chose, c'est qu'on a écrit que le cinéma français allait plus que bien. Il allait très très bien. Hein. C'est vrai qu'on a eu cette année 3 films français dans le top 10. On a eu un retour des gens en salle. Donc un petit truc en plus qui a fait plus de 11 millions d'entrées, ce qui n'était pas arrivé à un film français depuis 10 ans. La part de marché du cinéma en France est passée en un an de 40 à 46%, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Les exportations sont un petit peu moins bien portées, mais il y avait peut-être un effet de saisonnier, je ne sais pas. En tout cas, le cinéma français se porte plutôt bien pour l'instant, mais en même temps, c'est un système qui est... on le sait bien, il y a de plus en plus d'offres et il y a peut-être de plus en plus de menaces et peut-être de plus en plus de défis de financement. Peut-être pour commencer les uns et les autres, peut-être une prise de température. Est-ce que ces chiffres traduisent selon vous la réalité ? Est-ce que c'est tout va bien ou est-ce que c'est un peu comme dans la haine, jusque-là tout va bien, mais le plus dur c'est l'atterrissage ? Est-ce que vous diriez que le cinéma français est en forme ? Peut-être commencer par Sidonie. Alors sachant que Gaumont, c'est du cinéma, mais c'est aussi des séries, je le sais, mais parlons un peu commençons par le cinéma. Moi, je pense qu'il faut se réjouir. Il faut commencer par ça. Quand les chiffres sont bons, ils sont là. C'est pas factice. Donc, c'est une réalité tangible. Au contraire, il y a une vraie culture du cinéma et les gens qui vont au cinéma, on les force pas. Ils y vont spontanément. Et je pense que le cinéma, c'est l'offre. C'est un marché de l'offre. Donc, si le public a des films qu'il a envie de voir, il y va. Et je crois qu'il faut s'en réjouir là où, justement, dans une période compliquée, passionnante, il faut... Voilà, il y a de la place pour le cinéma, il y a de la place pour un public qui a envie de se déplacer et d'aller ensemble dans une salle comme ici, voir et regarder des films. L'expérience n'est pas la même que celle de la télévision chez soi, même si on a un très grand écran. Et donc ça reste un lieu tout à fait particulier et d'échange, de réception, d'émotion. Donc je pense que le cinéma est là et l'année 2024 l'a prouvé. Super. Maxime, pour le cinéma, c'est un des piliers essentiels de Canal+. Vous avez eu une offre cette année, je crois que exceptionnelle, avec vraiment presque tous les studios qui étaient disponibles sur Canal, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps. Est-ce que quand tu prends la température, tu as toi aussi l'impression que le cinéma va bien, le cinéma français, hein ? Moi, c'est complètement contre-intuitif et potentiellement pas du tout intéressant ce que je vais dire, mais je trouve que faut-il faire évoluer le modèle français ? C'est un peu le syndrome du problème qu'on a, c'est-à-dire c'est la blague du gars qui cherche ses clés sous un lampadaire alors qu'il les a perdues dans le noir, mais il vient à la lumière pour chercher ses clés. Et on a cette envie constante, permanente de mouvement. Et on a l'impression qu'il faut qu'on bouge parce que tout le monde a bougé. Et en réalité, je pense que l'enjeu, c'est pas de faire évoluer, c'est de préserver. Et c'est pas mon habitude, mais j'ai envie de dire attention à pas vouloir bouger à tout prix et fragiliser un modèle qui est unique, qui marche et qui fonctionne. Et tous les chiffres que tu as donnés sont exacts, comme souvent aux Échos. La part de marché du cinéma français, le box-office, on a dépassé les 180 millions d'entrées en 24. C'est une croissance légère, mais une croissance. On est le seul pays au monde où il y a eu une croissance en 24. On est le pays qui a le mieux résisté, qui a fait le meilleur retour depuis le Covid dans le monde entier. Aux États-Unis, c'est moins 25%, la France, c'est moins 12, moins 13%. On est le pays avec le nombre de films le plus important, mais la qualité, le box-office en est une illustration, mais pas que, puisque les récompenses mondiales, là, j'espère qu'Emilia Pérez... un film Netflix, non, je plaisante. Qui est sorti en salle en France. Ouais, va gagner ce qu'il mérite parce que c'est un film magnifique.
Et donc je pense qu'il faut le sujet, c'est plutôt celui-là, c'est qu'en fait tous les cinémas italiens qu'on adorait, britanniques, allemands, ont quasi disparu de la circulation. La part de marché des films locaux domestiques dans ces marchés-là, c'est entre 15 et 25%, 20% péniblement en Angleterre, alors qu'ils ont évidemment l'avantage de la langue. Alors que tu cites les 45% de cinéma français. Paddington. Mais voilà, donc je pense qu'on a un modèle unique au monde, vraiment, et qu'il faut le préserver et surtout pas se laisser influencer par des acteurs qui nous disent qu'il faut bouger pour bouger. On va en parler quand même de est-ce qu'il faut bouger ou est-ce que ça va bouger. Henri, sur la température du cinéma français, avec l'expérience que vous avez dans cet univers, puisque vous êtes passé, je le disais, depuis quelques années, de l'immobilier au cinéma. Et le cinéma, c'est quand même plus drôle, mais comment ça va, selon vous ? Oui. Alors moi, je pense que j'ai une vision un peu différente, mais on sort de 4 ans de crise mondiale dans le cinéma, 2 ans de Covid, la grève des scénaristes, le manque d'offres américaines essentiellement. Donc en effet, il y a des pays où c'est quand même très compliqué. Alors la France se distingue à l'intérieur, mais il y a un certain nombre d'autres pays, comme la Corée du Sud, comme la Turquie, qui ça peut être un peu étonnant, qui se distinguent à l'intérieur. Et pourquoi la période du Covid a permis de sauver une industrie ? C'est parce que c'est justement une industrie. Et au niveau européen, notre industrie est exceptionnelle et permet cette année, alors il y a un alignement des planètes cette année, puisqu'il y a 3 films, on va dire qu'il y a 3 films qui font des vraies surprises. Je mets l'amour ouf dedans, mais c'est parce que Maxime est là. Voilà. Mais ça, je pense que Sidonie pourra en toucher un mot. C'est comment on fait pour avoir un très beau film, un très grand film, une très grande fréquentation. C'est rarissime, des niveaux de ce type-là aujourd'hui. Et ça prouve qu'on a une industrie qui est constituée. Et en effet, je pense qu'il faut absolument faire en sorte de la préserver, voire de la développer au niveau européen. Donc ça, c'est autre chose, où s'appuyer sur ce modèle pour se développer au niveau européen. Pour ça, il faut avoir de la perspective. Je rappelle quand même que les exploitants sont encore très endettés parce que c'est eux qui ont souffert le plus de la crise Covid. Les producteurs, ils n'ont pas souffert tant que ça. Les distributeurs ont souffert, mais les producteurs probablement moins. Ouais, et les salles en France, c'est énorme. Mais quoi, il y a 5 ou 6 000 salles Absolument. 6 000 salles. On a 6 000 salles. 6 000 écrans. On a un réseau qui est magnifique, qui va très en profondeur dans le marché, qui est constitué de groupes petits, moyens, gros, qui sont aussi eux-mêmes certains distributeurs-producteurs. Donc tout ça, ça fonctionne et il y a une capacité à rayonner au niveau européen. Alors, je suis à côté de la représentante de la plus ancienne société cinématographique au monde, donc ça veut dire quelque chose, qui est présente aux États-Unis, qui a été très présente aux États-Unis, qui est présente sur beaucoup de choses à côté. Et je pense que ces groupes-là ont une capacité à rayonner au niveau européen, parce qu'il n'y a plus personne, c'est vrai. Nous, on est présent en Italie. C'est très compliqué. Le cinéma italien, on a financé toutes les années 60, tous les grands succès des années 60 qui ont fait une partie de notre enfance et qui aujourd'hui font partie de notre patrimoine. Il n'y a plus grand-chose. C'est compliqué. Le cinéma italien se finance beaucoup en France. Je ne parle pas d'autres. L'Angleterre aussi a une production qui est quand même très faible par rapport à nous. Et tout ça, ça veut dire qu'on a un système qu'il faut absolument préserver. Moi, j'ai quand même une première réponse à laquelle je pense qu'il faut absolument dire quelque chose, c'est le crédit d'impôt. Comment le crédit d'impôt est clé. La délocalisation des productions est quelque chose d'ultra facile. Le crédit d'impôt qui permet d'aider les producteurs en France à récupérer réduire leur assiette fiscale. Et les producteurs étrangers qui viennent tourner en France également. Donc ça, dans une période où les finances publiques sont beaucoup dans les journaux tous les jours pour des raisons évidentes, je pense qu'il ne faut absolument pas toucher à ça parce que c'est la clé aussi de notre production et des dépenses en France, que ces dépenses soient faites en France. Donc ça, c'est le premier point. Et il y a un truc qui est sûr, c'est que je pense que tout le monde sera d'accord, il ne faut pas toucher à ce crédit d'impôt. Aujourd'hui, on voit bien que les changements de gouvernement peuvent changer aussi les problématiques budgétaires et donc il ne faudrait pas avoir une mauvaise idée de ce côté-là. Une question sur l'offre des productions françaises, que Canal+ est diffuseur, mais aussi via Studio Canal, un producteur. Donc là, tu as des éléments de réponse, mais est-ce que ce que démontre cette année, c'est qu'en fait, il faut qu'on fasse plutôt plus de blockbusters et un peu moins enfin, qu'on essaye de faire plus de grosses productions et qu'on arrête de se disperser dans plein de petits films. Et est-ce que les réussites que les producteurs français ont réussi, ou les studios français ont réussi à avoir dans les séries, prouvent qu'en plus, on pourrait peut-être les exporter davantage. Je crois que chez Gaumont, je me trompe peut-être, mais vous avez produit ou coproduit des séries qui marchent très très bien sur Netflix, comme Narcos ou d'autres. Est-ce que finalement le cinéma français ne devrait pas aussi être un peu plus ambitieux et viser
l'international, avant de parler de changement? Ou est-ce que c'est sympa à dire, mais c'est impossible? Bien sûr qu'on aimerait le faire, mais trop compliqué. Alors, moi, je suis une partisane de la diversité. Je pense que pour ne prendre que notre marché pour le moment et ce qui se passe en France, et il y a vraiment une offre très variée, très différente. Il y a des blockbusters, il y a des films indépendants, il y a des films plus fragiles. Il faut qu'il y ait le choix pour tout le monde. Et je pense que c'est le modèle de la chronologie des médias, le modèle de la diversité et de la spécificité de la France. Donc c'est aussi parce qu'on a ce grand choix qu'il y a une réponse en face à un public large. Alors ce qu'on n'a pas dit dans la première partie, c'est qu'il y a aussi les jeunes sont revenus au cinéma. Et c'est extrêmement important. L'Amour ouf, Maxime pourra en parler mieux que moi, mais c'est un public jeune qui répond à ce genre de cinéma. Donc au contraire, je pense qu'on a été exemplaire l'année dernière sur le choix et l'offre large pour un public large. Avant Covid, le public et les gens qui allaient au cinéma en France étaient majoritairement un public plus âgé. D'accord. Et ce sont les jeunes qui sont revenus en salle. Le public âgé est revenu, mais a pris un peu plus de temps pour revenir. Donc, franchement, il faut saluer et arrêter de dire que le cinéma est mort parce que c'est insupportable pour les gens qui le font. Et au contraire, quand il y a un public qui est au rendez-vous, il faut le remercier. Et au contraire, pour ceux qui le fabriquent, être heureux de continuer à faire ce métier. Donc je pense qu'avec des partenaires comme la BNP et surtout Canal+, on peut s'enorgueillir d'être présent avec les pouvoirs publics et les gens qui font ce métier, de continuer à se battre pour que cette chronologie et cette existe. On va reparler de la chronologie, mais ma question est, est-ce qu'il faut faire moins pour essayer de faire mieux? Vous dites non, il faut garder cette diversité. Alors ok, d'accord, mais alors quels sont les films qu'il ne faut pas faire? C'est toujours le film de l'autre qu'il ne faut pas faire. Il y a trop de films, mais c'est toujours le film de l'autre. Moi, je rejoins sur plusieurs points ce qu'a dit Denis. D'abord, je suis évidemment, les jeunes, c'est la clé. Il n'y a pas de succès, de toute façon, en télé aussi. Hein. Il n'y a pas de succès aujourd'hui sans les jeunes, de succès massif. Et donc, le succès du truc en plus, ou Monte Cristo, tout ça, et de l'Amour ouf. L'Amour ouf, c'est un tiers des 15-25 ans qui ont été au cinéma ont été voir l'Amour ouf. C'est ça le chiffre. Nous, on a évidemment des obligations de diversité, mais on est toujours au-delà parce qu'on a aussi des projets on pense que c'est la vocation de Canal+, et on pense en effet que nos abonnés sont intéressés par cette diversité. Et même quand tu regardes les succès publics, aujourd'hui, nous, on en a quelques-uns, Ni chaîne ni maître, ou d'autres. Je pense à Enfant phare, je pense à Souleymane, que Canal+ est le seul à avoir soutenu. Ça arrive beaucoup. Nous, on fait à peu près 35%, 40% des films qu'on soutient sont des films de moins de 4 millions d'euros de budget. Et ça, c'est important ensuite dans l'offre de Canal+. Ça génère c'est important dans le catalogue de Canal+. En fait, on nous crédite plus d'avoir ces films-là. Nos abonnés nous créditent davantage d'avoir ces films-là qui découvrent potentiellement grâce à Canal ou qui ont été des succès qu'ils revoient, plutôt que... En fait, c'est impossible pour les gens que Canal n'ait pas Monte Cristo ou un truc en plus, vu ce qu'ils payent. Donc ça, c'est de facto. Mais on n'est pas crédité de ça, c'est normal. En revanche, quand les gens découvrent Souleymane, qui est un film qui a été financé exclusivement comme diffuseur Canal+, donc ce film existe, on peut dire, grâce au talent de son équipe, mais financièrement, il existe parce que Canal+ l'a soutenu, sinon il n'existe pas. Là, on est vraiment crédité de ça. Donc c'est absolument essentiel, et comme le dit Denis, tu ne sais pas qui c'est. Qui sait que Souleymane va faire ce qu'il fait, ou Enfant phare, il va faire 2 millions, je ne sais pas combien, ou plus. Qui sait, tu vois ce que je veux dire? Donc tu ne sais pas. C'est cette notion de prototype qui fait le miracle de cette industrie aussi. Avant de repasser la parole à Henri, sur le rapport entre cinéma et série sur une chaîne comme... Enfin, c'est plus une chaîne, on ne devrait plus dire une chaîne, mais sur une offre de plateforme comme MyCanal, aujourd'hui, est-ce que quand même le cinéma, parce que les séries sont montées en puissance, perd de son importance? Les chaînes de télé, en clair, ont un peu dit ça il y a quelques années, elles le disent moins aujourd'hui, mais il y avait un peu ce discours qui était, à part même le grand rendez-vous du dimanche soir sur TF1 avait perdu de son importance, comme si le cinéma avait perdu de son importance et de l'attractivité pour les chaînes de télévision. Alors nous, on a toujours cru, dans le cinéma, et 2, dans le cinéma qui sort en salle. On pense qu'un film de cinéma, c'est un film qui sort en salle. Ça nous différencie d'un certain nombre de plateformes. Moi, je pense que c'est une question d'offre, en fait, et que ça dépend des moments, et que c'est vrai que l'offre de séries américaines est plus faible depuis que les plateformes ont investi le champ, et que les diffuseurs traditionnels américains, historiques, les ABC, les CBS, les networks,
apporte moins de séries de grande qualité, et donc ça se ressent sur l'offre des hertziennes qui achetaient beaucoup ces séries-là, et donc les séries américaines ont un peu disparu, et à l'inverse, on a réinvesti, enfin on a vu ces acteurs réinvestir dans la fiction française. Mais c'est une question d'offre, comme on le disait tout à l'heure. Quand on a ces propositions de cinéma, les gens vont les voir parce que les propositions, il n'y a pas d'injustice en réalité, il n'y a pas beaucoup d'injustice. Mais pour répondre plus spécifiquement à ta question, c'est certain que les séries montent, et c'est un des dangers pour le cinéma, c'est sûr. En consommation, on est maintenant, il y a plus de séries consommées sur Canal que de cinéma. Les courbes se sont croisées, mais le cinéma reste la première motivation à l'abonnement Canal+, et est très très conséquent. Je veux dire, on a fait un truc historique il n'y a pas longtemps, je vais le dire, parce que je sais que Rodolphe arrive tout à l'heure, donc ça tu pourras lui dire, et puis il va dire le contraire. Mais Monte Cristo a été diffusé sur Canal+, et a battu TF1. On est encrypté, je rappelle. La première diffusion, alors qu'on peut le voir n'importe quand sur MyCanal. La première diffusion de Monte Cristo en live a fait mieux que... ils ont fait vraiment une très très mauvaise soirée sur TF1, t'imagines bien. Inhabituel, on va dire, pour eux. Et c'est phénoménal que ce film qui a fait le score qu'il a fait en salle... Plein de gens l'avaient vu en salle, déjà, en plus. Voilà, bon, là, tu n'as pas de série qui rassemble comme ça, et 180 millions ou 181 millions de box-office... Enfin, tu vois ce que c'est. On oublie, on passe très vite sur ce 180 millions. C'est pas des gens qui ont regardé une série pendant 3 minutes et qui sont passés à autre chose et qui sont comptabilisés dans tous les chiffres des plateformes. Ce sont des chiffres qui sont rentrés, qui ont payé le billet, qui sont rentrés dans la salle et qui le plus souvent ont été jusqu'au bout. Les gens ont et pleuré, parfois 3 heures. Les gens ont pleuré à la fin. Et parfois 3 heures. Ouais. Henri, quand on finance le cinéma, est-ce que quand même on doit avoir un regard un peu moins idéal, plus critique et se dire quand même, alors même si est-ce qu'on doit concentrer son investissement sur les plus grosses productions, est-ce qu'il n'y a pas un risque de, entre guillemets, c'est un gros mot, la financiarisation du cinéma? Alors, pas de bol, ça ne marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. C'est justement ce que vient de dire Maxime. C'est en effet, c'est un mix. Nous, toute notre difficulté est justement d'arriver à s'adresser à chaque type de cinéma. Et c'est une construction complète, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une industrie. Elle est complémentaire, et c'est parce que justement il y a une part de marché du film français à l'intérieur d'un box-office global que aussi culturellement on a une exposition qui n'est pas tout à fait la même que le nord de l'Europe, par exemple. Quand vous allez en Hollande ou en Belgique, les films dont vous disposez, c'est essentiellement des films américains. Et donc ça se ressent aussi même dans la culture des pays, vous le voyez dès que vous allez dans ces pays. Donc c'est un intérêt de financer des films à budget moyen, en fait, économiquement. Il n'y a pas d'intérêt. Nous, on voit une industrie. On accompagne une industrie globalement. Notre difficulté, elle est d'avoir des interlocuteurs à chaque niveau, puisque c'est pas les mêmes besoins. Quand vous avez un grand diffuseur qui investit beaucoup dans le cinéma et qui vient vous demander 300 millions, c'est pas la même chose que celui qui vient vous demander 300 000 pour démarrer un film, ou 30 000 ou 3 000. Et donc nous, il faut c'est pour ça qu'on est aussi nombreux, avec des spécialistes à chaque niveau qui essayent d'être coordonnés de manière à pouvoir répondre à chaque demande. C'est la même problématique que Sidonie, qui peut acheter des petits films, des moyens films, des grands films, avec des objectifs qui sont différents. Maxi, j'en parle pas, puisque c'est le premier financeur du cinéma français. Donc oui, l'idée, c'est quand même d'essayer d'accompagner une industrie au global. Ensuite, elle doit pivoter à certains moments. C'est pas parce qu'elle n'est pas figée, mais en fait, elle a déjà pivoté, vous le rappelez avec les séries. Les grands producteurs de cinéma d'hier... jamais n'auraient financé de séries, n'auraient essayé de monter des séries, envoyer leurs talents sur des séries. Aujourd'hui, voilà, il n'y a plus le moindre écart entre les deux. Tout le monde travaille sur les deux segments en même temps. Est-ce que ce modèle est menacé ou est-ce qu'il faut le faire évoluer? Il y a un débat en ce moment qui porte sur ce qu'on appelle la chronologie des médias. Alors je suis désolé, c'est un petit peu technique. Si je résume, mais vous me corrigez si je le résume mal, c'est en gros... plus on contribue au financement du cinéma français en pourcentage de son chiffre d'affaires et en valeur totale, plus on aura le droit de diffuser un film sur... Ça commence mal ton truc. C'est pas ça? Non, c'est pas ça. Okay. C'est pas ça. Je savais bien que je m'exprimais devant des spécialistes. Si seulement c'était ça. En caricature. Alors, réexplique plus simplement. Là, on est dans une situation... Pourquoi c'est... Non, mais l'idée, c'était de protéger la salle de cinéma et d'éviter qu'on ait une exploitation en télé ou en vidéo ou derrière en SVOD trop proche de la salle pour préserver la salle. Comme on le dit, on est tous... ici, sur cette scène en tout cas, très attaché à ce que la salle, qui contribue financièrement aussi de manière très importante, au-delà du succès, du rayonnement du film, au financement du cinéma et du cinéma français, donc préserver la salle. Et ensuite, tu as des fenêtres, et en effet,
tu as des fenêtres, donc on appelle la première fenêtre de diffusion. Alors, tu as la vidéo à la demande à 4 mois, ensuite tu as Canal+ aujourd'hui à 6 mois, et aujourd'hui tu as les plateformes signataires d'un accord. Il n'y a que Netflix aujourd'hui qui a signé un accord à 15 mois, et celles qui n'ont pas signé, comme Amazon et Disney, à 17 mois. Ensuite tu as Ciné+ OCS, deuxième fenêtre télévision payante à 22, et après tu as les chaînes gratuites qui interviennent un peu avant 3 ans. C'est compliqué, mais ça fonctionne et ça a un intérêt. C'est compliqué, mais en gros, c'est un modèle aussi qui a été beaucoup inventé par les Américains au départ, qui te vendent à chaque fenêtre le film, et donc potentiellement, soit ils te le revendent plusieurs fois, ça génère on tronçonne, bien sûr, ça génère du revenu, soit ils le vendent à des acteurs différents, et ensuite, tous les acteurs français sont rentrés dans ce modèle. D'accord. Alors ce système a été, jusque-là, même s'il est compliqué, paraître un peu bureaucratique, fonctionne et a des avantages. Pourquoi est-ce que il y a un débat aujourd'hui sur cette chronologie des médias et comment les uns et les autres vous vivez ce débat ? En France, il y a toujours des débats. Donc, qui on est sur la chronologie, sur d'autres sujets, c'est pas un problème. La chronologie existe depuis très longtemps, en fait, maintenant. Et il y a toujours eu des débats. Mais fort est de constater que tous les nouveaux interlocuteurs, tous les uns après les autres, sont rentrés avec des conversations dans des dialogues plus ou moins compliqués, plus ou moins longs, mais au fil de l'eau et au fil de l'évolution de DVD, puis VOD, l'avancée de Canal+, l'arrivée des plateformes, finalement, tous ont des séquences bien précises. À chaque innovation technologique, il a fallu inventer une nouvelle fenêtre. Voilà. Et ce qui est important, c'est que cette chronologie, c'est une loi. Ça devient un décret, c'est un accord interprofessionnel au départ, qui est transformé en décret, qui s'applique également au cinéma mondial. Donc pas qu'au cinéma français. Ceux qui viennent en France. Absolument. Donc cet écosystème très français a le mérite, évidemment, d'être casse-pied, puisque voilà, tout le monde est un peu contraint, mais d'exister et d'apporter une réponse à chacun. Donc en fait, la dernière fois qu'on s'est tous réunis, c'est pour l'arrivée des plateformes, c'était il y a 3 ans. On a en effet fait rentrer Netflix qui a signé l'accord de la chronologie des médias et qui arrive à 12 mois. Donc en fait, c'est des... à 15, c'est des séquençages qui sont très précis. Et en effet, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est ennuyeux. Mais à l'arrivée, en fait, ça modélise un schéma et chacun trouve son compte et trouve sa place. Du point de vue de Gaumont, c'est une bonne chose, en fait. Ça fonctionne. Mais je pense que c'est essentiel. Ce que je veux dire, c'est qu'on a mis en doute le cinéma à un moment donné quand les plateformes sont arrivées en se disant non, nous, on veut arriver tout de suite et prendre... Voilà, ne plus avoir de positionnement au sein de la chronologie des médias, ça n'a pas été possible. Tous les acteurs, entre guillemets, parce que dans ces cas-là, tout le monde se met ensemble pour s'opposer à des arrivées de gens de l'extérieur pour pouvoir tout d'un coup prendre part et prendre la place de la salle de cinéma. Et tout le monde s'est rendu compte que la salle de cinéma, quand elle est sanctuarisée, elle fait ce qu'elle fait. Elle fait ses 182 millions l'année dernière, 181 l'année d'avant, et que même les Américains se rendent compte que le cinéma est un upside, est une valeur ajoutée pour ensuite passer sur les plateformes. Donc, peut-être qu'une des raisons pour lesquelles aux États-Unis les gens sont moins revenus dans les salles, je ne sais pas du tout, c'est une question que je pose, est-ce que c'est peut-être aux États-Unis il n'y a pas ce système-là ? Il y a un système de marché avec une chronologie quand même, mais qui peut varier en fonction des films et donc moins lisible. Ouais, mais le producteur a le choix. Et puis qui arrive plus tôt, c'est vrai. Et le producteur a le choix, tu as raison. Et puis c'est des acteurs entre les différents acteurs économiques. L'État s'en mêle pas et ça marche très bien aussi. Pour moi, c'est le modèle économique qui fait que le cinéma va survivre, en fait. Pas survivre, va exister demain et a toujours un modèle économique qui fonctionne, en fait. Et Disney l'a dit, le président de Disney l'a dit, après plusieurs années d'errance avant la crise Covid, dans lequel l'arrivée de Netflix, de la SVOD, puis l'arrivée de Disney+,
très forte. On crée beaucoup de perturbations dans les studios. Tous les studios se sont posés beaucoup de questions sur, en effet, l'arrivée de la SVOD. La réalité, c'est qu'on sort de la crise et ils disent tous, non, la fenêtre cinéma, elle existe toujours, la salle est importante. Et donc, en fait, on est tous convaincus parce qu'il y a un modèle économique qui marche. J'ai l'impression qu'il y a eu un petit retour là-dessus, qu'il y a eu un moment post-Covid où des grands studios comme Warner ou d'autres se disaient... Finalement, gardons nos exclusivités pour nos plateformes en bypassant la salle. Aujourd'hui, on est revenu, même aux États-Unis, ils sont revenus. En fait, ça ne pose aucun problème. Il y a des produits qui sont faits pour la SVOD ou pour une fenêtre spécifique. Et puis, il y a des œuvres qui sont faites différemment pour une fenêtre qui s'appelle le cinéma et qui, en effet, dans lequel il faut se déplacer. C'est pas tout à fait la même chose que d'être dans son canapé et d'attendre et d'être tout seul en plus, avec un petit écran, souvent. Donc vous n'êtes plus du tout dans le même environnement. Donc en fait, la chronologie, c'est le modèle économique du cinéma, et c'est ça qui fait que ça va continuer. Il y a eu 2 changements radicaux chez Warner et Disney, en effet, de politique de sortie de films dédiés à des plateformes qui aujourd'hui en fait ont quasiment disparu. Tous les films, les plus principaux films sortent en salle. Ils recommencent par la salle. Absolument. Sur la chronologie des médias en France, est-ce que pour Canal+, aujourd'hui, c'est une zone de tension et d'inquiétude, parce que l'idée, c'est finalement de faciliter la vie à tous les nouveaux qui arrivent en disant ils vont mettre un peu plus d'argent, donc on va leur... Et ça réduira l'avantage compétitif de Canal. C'est ça, aujourd'hui, entre guillemets, une des menaces qui pèsent sur Canal+. J'ai l'impression de passer d'une zone de tension à l'autre, moi. Mais c'est pas complètement faux, hélas. On est un peu à la croisée des chemins, puisqu'on est à un moment de renégociation de chronologie avec un acteur qui est Disney, qui a exprimé sa volonté de passer d'un régime audiovisuel à un régime cinéma, et sa volonté d'avancer dans la chronologie des médias. Et donc ça pose des questions pour Canal+. Toutes les plateformes veulent avancer dans la chronologie des médias, et donc il faut que Canal+ trouve sa place. Et en fonction de la place que Canal+ trouvera, évidemment, parce que c'est pas ce que tu as dit. C'est pour ça, si c'était ce que tu avais dit au départ, c'est-à-dire en fonction de ce que tu payes, tu as des droits. Tu es presque proportionnellement, tu as des droits dans la chronologie. C'est pas tout à fait ça. Et historiquement, c'était pas toujours tout à fait. Il y en avait qui se débrouillaient, qui étaient plus malins que d'autres. Et donc c'est ce que j'appelle les passagers clandestins. Et voilà. Et donc c'est un risque. Ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, si c'était juste ça, Canal+, qui est celui qui finance le plus, puisqu'aujourd'hui le financement de Canal+ dans le cinéma, c'est autour de 220 millions par an. Tu as 220 millions de Canal. On cite beaucoup le CNC. Le CNC est menacé aussi, comme on le sait, à chaque fois qu'il y a besoin d'argent dans ce pays, on se dit tiens, le CNC, il faudrait réduire. Bon, donc il y a une menace sur le CNC. Le CNC, ce sont les salles, ce sont les diffuseurs, c'est la TVOD, c'est tous ces acteurs-là qui contribuent aussi beaucoup au CNC. Canal, c'est à peu près une soixantaine de millions. Donc tu fais les 220 qu'on a dépensés l'année dernière pour Canal+, en préachat principalement cinéma français européen. Tu ajoutes 50-60 de CNC et tu ajoutes les 200 millions que Studio Canal investit dans le cinéma français européen. Donc ça fait 500 millions d'euros. Ouais. Voilà, donc on dépense largement plus que tous les autres réunis. Donc effectivement, c'est pour ça qu'il y a... c'est un peu compliqué pour moi de le dire, mais Canal+, ça fait partie de la singularité du modèle français. Il y a le CNC, il y a le crédit d'impôt qu'on évoquait tout à l'heure, il y a des talents et des familles qui tiennent des maisons, des magnifiques maisons Gaumont, c'est une des plus belles maisons de cinéma du monde. Et puis après, il y a Canal qui finance aussi beaucoup et qui est là. Et ça, c'est un peu un risque. C'est pour ça que je dis... je crois que c'est Regard qui a fait un très bon tweet en disant qu'il sera prochain Labrune qui sera le Vincent Labrune du cinéma français. Pour une fois, j'ai beaucoup ri à un tweet de Pascal. Et c'était pas un compliment, c'est ça. Il y a une vraie question. Il faut faire attention parce qu'on voit à quelle vitesse un actif important peut perdre de la valeur. Moi, je suis obsédé par la valeur. On est des acteurs, c'est pour ça qu'on dit Netflix concurrent de Canal. Netflix, ils demandent aux gens de payer ou les salles de cinéma. Pour moi, ils sont dans le même métier, du même côté. Le piratage que vous avez évoqué tout à l'heure, ça c'est un énorme sujet. Le sujet, c'est la valorisation du cinéma français. Ça se préserve. La valeur d'un actif, ça se préserve. Et en ce moment, on a des chaînes au kilo. Tu allumes une télé coréenne ou japonaise. Tu as des chaînes gratuites qui s'appellent des FAST. Free Advertising Supported Television, fast comme fast food, où tu as des chaînes avec du cinéma gratuit. Ouais, non, mais tu as 20 chaînes quand tu achètes un téléviseur gratuit avec du cinéma au kilo. C'est pas des films sur Canal, c'est pas des films Gaumont. Hein. Mais tu as des films au kilo, tu as le piratage que tu as évoqué, tu as des plateformes, et moi j'adore Netflix, tout le monde le sait, mais c'est pas une plateforme qui croit beaucoup dans la salle de cinéma. Hein. On disait il y a un changement, oui Warner, oui Disney, les studios, oui, mais pas Netflix qui est quand même de loin l'acteur dominant le plus fort et le plus moteur dans cette industrie. Donc je pense qu'il faut faire attention à préserver tout cet écosystème. C'est pour ça que Et il y a un autre point, je trouve, moi qui m'intéresse personnellement, c'est que ma voisine de gauche,
C'est exceptionnel ce qu'ils ont fait en télévision, en série. Ce qu'ils ont réussi, notamment aux États-Unis, où aucun Français n'a réussi à part Gaumont, on va se le dire, vraiment réussi. C'est-à-dire le truc, il est numéro 1 sur Netflix. C'est pas j'ai vendu, tu vois, c'est pas le Bureau des légendes. J'adore le Bureau des légendes. Il y a beaucoup de gens qui ont vu ça aux États-Unis, mais pas Massif, pas Lupin, pas Narcos, comme tu as cité tout à l'heure. C'est vrai que une des choses à faire évoluer, à mon avis, dans le système français, en tout cas un truc qu'on n'a pas réussi, c'est l'exportation. Ça. Et c'est aussi pour ça qu'il y a une question sur le cinéma français, parce que ça n'est pas dans l'intérêt des plateformes américaines d'apporter énormément de financement au cinéma français, parce que le cinéma français n'est pas un produit d'appel, contrairement à ce qu'a réussi à faire Sidonie en série. Tu vois, parce qu'à la fin, ils sont comme nous, ils cherchent de l'abonnement. Est-ce que les gens vont s'abonner pour un film français ? Rarement. Et ça, c'est un truc qu'on n'a pas réussi. Donc, à mon avis, s'il y a une évolution à chercher, c'est celle-là. D'accord. Et juste pour terminer sur la chronologie des médias, est-ce que... je repose une question, ou si je me trompe de me le dire, mais le fait que vous pouviez... En fait, vous pouvez pas mettre beaucoup plus d'argent et vous ne pouvez pas demander à ce que votre fenêtre soit plus courte que celle des autres. En fait, vous n'avez pas grand-chose à gagner alors que les autres peuvent prétendre, en mettant juste un peu plus, qu'ils peuvent gagner. Vous, votre difficulté, c'est que vous êtes déjà dans une position qui vous convient. C'est un peu c'est vrai. Et d'ailleurs, moi, j'ai appelé pour la préservation du système. J'ai pris un engagement public de perpétuer les 220 millions ou plus annuels, plus d'1 milliard, et de pérenniser ce système pour 5 ans. Donc je l'ai fait publiquement, etc. Donc oui, tu as raison. J'ai dit, c'est un peu compliqué pour moi de demander à avancer la fenêtre de Canal maintenant, alors que j'ai dit, c'est une fenêtre qui est positive pour Canal et qui préserve le cinéma français. Mais c'est vrai que j'ai un sujet, si tous mes concurrents avancent et qu'on me demande des montants de même nature, voilà. Donc la seule variable d'ajustement, c'est éventuellement juste de mettre un peu moins d'argent dans ce cas-là, quoi. C'est pour préserver de l'argent sur autre chose. C'est pas ce que je souhaite. Mais... D'accord. Donc la question de la table ronde, c'était faut-il faire évoluer le modèle français ? Est-ce que si on doit faire évoluer quelque chose, qu'est-ce que vous voyez comme évolution possible ? Il y avait un souhait émis par Maxime qui était de faire des films qui peut-être s'exportent mieux. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait changer, qui devrait changer, si on se place du point de vue ou de BNP Paribas ou de Gaumont et de Canal+. En fait, c'est pas, il évolue, le système. C'est pas il n'évolue pas, au contraire, il absorbe les nouveaux entrants. On a fait rentrer les plateformes, on continue de le faire. On est en train de travailler en ce moment, puisque la chronologie des médias doit être re-signée très très prochainement. Donc non, il n'y a pas... moi, je pense qu'il est assez... Alors, il est casse-pied pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'être dedans. Nous, en fait, on est rompus à ça. On s'engueule. Parce que ça revient tous les combien ? C'est tous les 4-5 ans ? Tous les 3 ans. Tous les 3 ans. Tous les 3 ans. Mais c'est vrai que... Enfin, je pense qu'il est en perpétuelle évolution. Il évolue avec son époque, son temps, avec tous les nouveaux entrants. Donc, voilà, l'enlever, ce serait une erreur absolue. Être dans un système totalement libéral où ceux qui veulent mettre le plus d'argent, il n'y aura plus de diversité. Les plus petits disparaîtront. Ce serait une catastrophe pour nous demain matin. Et je pense que si le cinéma continue de faire ses entrées, c'est justement parce qu'en fait, il y a eu des gens suffisamment et des gens très différents. En fait, c'est le métier entier qui se réunit dans ces cas-là pour essayer de trouver les meilleures solutions pour le perpétuer. Donc, je pense que chronologie casse-pied peut-être, mais chronologie toujours, encore. Henri, si on devait faire évoluer quelque chose... Alors, je suis d'accord avec Sidonie, je pense que ça évolue beaucoup. Quand on voit les producteurs ou les jeunes productrices qui viennent nous voir aujourd'hui, ils ne réfléchissent pas du tout comme ceux d'hier. Les raisonnements à la fois avec les distributeurs, avec les chaînes sont très différents. Et du coup aussi, la créativité qui en ressort est différente. Donc ça, l'évolution, elle est permanente. Et c'est inhérent au cinéma. C'est ce que disait Maxime, c'est une économie de prototype. Donc en fait, à chaque coup, ça recommence. Et c'est quelque chose de nouveau et on peut tout inventer. Donc ça, je pense que le renouvellement, il est permanent. Je pense que les salles ont beaucoup évolué, tout le monde oublie de le dire. On réserve aujourd'hui quasiment tout sur des applis. Ça s'adapte beaucoup mieux à une clientèle un peu plus jeune. Donc comme par hasard, tout ça peut se faire en même temps. Maintenant, Maxime a raison sur une chose, c'est l'exportabilité. Donc moi, ce que je souhaite, c'est surtout que nos groupes d'origine française, parce qu'aujourd'hui ils sont déjà très européens en fait,
soit de plus en plus européen. Parce que je pense qu'on a clairement une place à prendre, parce qu'il y a beaucoup d'autres acteurs qui sont fragilisés, qui n'ont pas une économie comme la nôtre, et que nous, même si on n'est peut-être pas parfait, on a quelque chose à leur offrir et à les aider à se développer au niveau européen. Mais en fait, c'est la construction de l'Europe. Le cinéma, c'est aussi la construction de l'Europe, c'est la même histoire. C'est très compliqué. On a des histoires culturelles qui sont différentes, et c'est très compliqué de mettre tout ça en musique. Maxime, sur ce qui pourrait ou ce qui devrait évoluer? Moi, j'ai dit, la dernière fois que j'ai regardé la statistique, tu avais 7 films français qui avaient fait 1 million d'entrées dans le monde, en dehors de France. 7 seulement qui ont dépassé le million. Et la moyenne est à 33 000, je crois. Donc, c'est pour ça que je me tourne. J'espère que Gaumont va nous montrer, comme ils nous ont montré le chemin sur les séries, avec une série en langue française. Parce que moi, pendant des années, j'ai dit à mes équipes, on m'a dit, c'est pas possible, en français, c'est pas possible. Et ils l'ont fait avec le pain. Donc, mais en tout cas, c'est même Studio Canal, qui est un acteur international aujourd'hui. Honnêtement, nos plus gros succès internationaux, ils sont en langue anglaise, ils sont pas en langue française. On n'a pas, nous, fait la démonstration. Je veux dire, on a des scores très... L'Amour on le vend très bien, etc. Mais les gros succès mondiaux, ce sont des films en langue anglaise. On n'a pas réussi, on n'a pas fait cette démonstration aujourd'hui. Pour les séries, de plus en plus, on est maintenant sur un système de mutualisation des investissements avec les producteurs à l'échelle européenne. Je ne compte pas le nombre de séries où vous êtes partenaire de Sky et puis parfois de chaînes qui sont dans votre écosystème, que ce soit en Pologne ou ailleurs. Est-ce que pour le cinéma, ça aussi, ça fonctionne, ou le cinéma, en fait, c'est une identité culturelle locale et donc c'est aussi ça qui fait que ça a plus de mal à fonctionner et que le cinéma européen a du coup plus de mal à rivaliser avec les grosses productions hollywoodiennes? C'est le rapport série-cinéma? Non, la capacité à faire des coproductions internationales pour faire des produits qui peut-être du coup s'exportent mieux, quoi. Pour le cinéma alors? Ouais. Je crois que les copros, elles existent. En fait, j'ai l'impression qu'en fait, il y a un mouvement de retour aux coproductions, moi. Là où il n'y en avait plus du tout à une certaine époque, et que peut-être aujourd'hui, on arrive peut-être plus à trouver des partenaires, mais il faut que les sujets s'y prêtent. Il n'y a pas de généralité, en fait. Il n'y a pas de généralité. Il y a plutôt un sujet qui, tout d'un coup, trouve un financement européen, mais c'est en fonction plus du sujet qu'autre chose. Mais la coproduction, elle a existé par le passé. Depuis que les chaînes financent le cinéma, en fait, on s'est concentré sur un modèle franco-français, peut-être. Et là, je rejoins, certains films s'exportent mieux et que d'autres. Qu'on n'est pas concentré vers l'international quand on fait des films en France. C'est peut-être que c'est après que ça se fait. Et puis il y a des films qui ont un profil, une construction tout de suite au démarrage, parce qu'ils ont des vocations internationales, donc ils se construisent financièrement avec l'international et après avec la salle en France. Donc c'est pas... Ça se décrète pas, quoi. Non. Sur la coproduction, Maxime, est-ce que c'est l'avenir aussi de Studio Canal de faire de... Non, honnêtement, je crois pas. Comme on l'a dit, les plus gros succès qu'on a eu à l'international, c'était pas des copros, donc je crois pas que ce soit la voie. Okay. C'est opportuniste. Bon, juste pour conclure, ce sera quoi le grand film Gaumont à aller voir cette année en salle et la grande position Studio Canal qu'est-ce qu'il faut attendre en 2025? Nous, on sort de nombreux films qui, j'espère, vont être de gros succès. Donc, je vais pas en... Vous voulez pas en choisir un? Moi, je vais me fâcher, moi. Je suis très enthousiasme de notre programme de films qui va sortir. Maxime? Moi, j'ai un combo en février qu'il ne faut pas louper, qui est Paddington 3. Et qu'on a sorti dans beaucoup de territoires, qui est déjà sorti en Angleterre, mais qui n'est pas sorti en France, qui sort autour du 10 février. Et pour la Saint-Valentin, on sort Bridget Jones 4, qui est exceptionnel. Voilà. Et sur la fin de l'année, on aura le prochain Jiménez Chien 51, avec Gilles Lelouch et Adèle Exarchopoulos. On a un programme aussi assez magnifique. Super. Merci à tous les trois. Merci à toutes et à tous. Et restez dans la salle. Prenez place rapidement. Restez en ligne si vous êtes connectés pour la table ronde. Merci tous les trois.